On s'arrêtera là, on continue avec le troisième sujet que je voulais aborder, puisqu'au sommet de New York, sur les objectifs du millénaire, qui avait été fixé, je vous le rappelle, en 2000, et qui consistait à réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim dans le monde, la France a proposé, pour y parvenir, de taxer les flux financiers internationaux. Écoutez. La France, deuxième contributeur mondial, a décidé d'augmenter son aide de 20% pour les 3 prochaines années, à hauteur de plus de 10 milliards d'euros. Mesdames et messieurs... Mais au niveau mondial, l'aide reste bien en deçà des objectifs fixés pour lutter contre les fléaux qui touchent particulièrement l'Afrique. Et une nouvelle fois, Nicolas Sarkozy prône une taxation des transactions financières. La finance s'est mondialisée au nom de quoi? Nous ne demanderions pas à la finance de participer à la stabilisation du monde en prélevant sur chaque échange financier une taxation infime. Oui, les objectifs du millénaire, ils ne seront pas atteints, chacun le sait, mais en dehors de la litanie générale selon laquelle chacun sait qu'ils ne sont pas atteints, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment on les a choisis. Parce que ce qu'ils indiquent, le choix de ces 8 indicateurs, qui se divise en 21 sous-indicateurs, est très révélateur d'une définition très occidentale du développement. On leur a imposé des critères de développement qui ne renvoient pas à ce qu'ils ont besoin de faire. Ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de croître. Curieusement, la croissance ne fait pas partie des indicateurs objectifs du développement, comme s'ils n'avaient besoin que d'une assistance extérieure. Curieusement, les droits de l'homme ne font pas partie de ces indicateurs. Curieusement, la démocratie n'en fait pas partie, la presse n'en fait pas partie. C'est quand même très curieux. Ce qui en fait partie, c'est tout ce qui vient être accordé, octroyé, l'aide au développement, l'éducation, l'aide à la faim, etc., qui sont tout à fait nécessaires, mais qui normalement... Qui sont peut-être plus faciles aussi à transmettre. Non, ce qui sont plus faciles à transmettre, c'est de donner aux gens les moyens de ne pas dépendre des autres. Si on donnait les moyens de la croissance, les moyens de la démocratie, les moyens des droits de l'homme, on n'aurait pas besoin de l'assistance pour que ces gens puissent être... Donc c'est une définition très coloniale, très occidentale, culpabilisée, puisqu'on fixe les règles qu'on aurait dû défendre. Mais évidemment, ces objectifs ne seront pas atteints, parce que l'Occident ne va pas faire ce qu'il faut. Et en même temps, dans certaines parties du monde qui se sont prises en main et qui ont créé les conditions de leur propre croissance, comme la Chine, comme une partie de l'Inde, comme certaines parties de l'Afrique, une partie de ces objectifs sont atteints. Pour faire court, il faut rappeler que ceux qui vont être le moins atteints, Emmanuel ne sait mieux que personne, c'est la mortalité féminine, maternelle, qui va être... On ne va pas arriver à l'améliorer, ça va réduire plus exactement. Dans la plupart des cas, on n'arrive pas, mais celui-là, moins que d'autres. Mais en réalité, ça tient à quoi? Ça tient à ce que fondamentalement, le problème du développement, il est dans la capacité des nations à se prendre en main, à organiser eux-mêmes leur propre développement. Donc c'est démocratie, droits de l'homme, système financier, croissance interne. De ce point de vue, évidemment, on en est loin dans cette définition de ces objectifs. On regarde vraiment l'ensemble de la planète actuellement. Bon, évidemment, il y a un monde pauvre et en développement, et puis il y a un monde très riche, qui est le monde occidental, le plus le Japon, mais pour moi, je veux dire, si je continue à faire de la prospective, ce que je ferai sans doute, le monde qui devient problématique, vraiment, c'est le monde développé. Je veux dire, qui est un monde qui stagne, où les inégalités montent, qui est ralenti par son vieillissement, il y a 1 milliard de personnes qui mangent pas leur faim, oui, mais si vous voulez, si vous êtes dans le tiers-monde, dans ces pays qui ne mangent pas à leur faim, vous avez en général, partout, quels que soient les problèmes sur la démocratie, qui sont tout à fait réels, ce sont des pays qui sont dans une dynamique positive. Vous voyez, par exemple, un pays comme l'Iran, c'est un pays qui pose toutes sortes... C'est pas un pays où on meurt de faim, c'est un pays qui a du pétrole, pas assez d'essence, je veux dire, qui a un régime, qui a des élections, mais un système politique problématique. Mais c'est un pays où la fécondité est tombée, comme en France, à 2 enfants par femme, mais où la population reste jeune, qui se développe. C'est un pays qui, au-delà de ses troubles, de ses semi-coups d'État par Ahmadinejad, c'est un pays qui va de l'avant, qui va quelque part. Et le problème, la Chine, c'est la même chose. Il y a de formidables inégalités, mais c'est un pays qui va quelque part. Il y a toujours beaucoup de pauvres, mais c'est un pays qui s'enrichit. Le problème de l'Occident, c'est qu'on a atteint un niveau de richesse tout à fait extraordinaire. Et c'est un pays qui ne va... C'est une région qui ne va plus nulle part, qui stagne, dont la population vieillit. De la taxe des flux financiers. Agnès Verdier-Molinier, vous avez une idée là-dessus?
cette taxe, pour moi, Que elle n'est propose pas la solution. Et elle pourrait rapporter 30 milliards de dollars par an. Créer des super taxes pour avoir des super aides pour des pays dans un cadre de super assistanat, c'est pas ça qu'il faut leur proposer. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à terme, on ira vers un gouvernement mondial. Il n'y a pas de gouvernement mondial sans impôts. Et tout naturellement, cette taxe ou bien d'autres vient de... Celle sur les billets d'avion, oui, de 2004. Ça restera un mode d'assistanat, comme vous disiez tout à l'heure. Non, on peut imaginer qu'elle construise des infrastructures. L'impôt ne sert pas qu'à faire de l'assistanat. L'impôt sert à faire des infrastructures dont l'humanité a besoin. Il y a des biens publics mondiaux qui sont nécessaires. Nous sommes un tout petit village qui a besoin de droits, de police mondiale, de contrôle de l'eau, de contrôle de la drogue. Enfin, on a besoin d'un certain nombre de biens publics collectifs qui exigeront un jour de considérer la planète comme un village qui a un impôt local, qui s'appellera ce qu'on voudra. Moi, je crois plus à l'entrepreneuriat local, aussi au droit de propriété qui peut asseoir justement la croissance de la richesse. Il n'y a pas de droit de propriété sans système de droit pour faire respecter le droit de propriété, donc un État. Et sans droit de propriété, il n'y a rien. Mais sans État, il n'y a pas de droit de propriété. Je crois que ça montre que la question de dire que les pays riches se réunissent pour résoudre le problème de la pauvreté, il y a là-dedans quelque chose d'un peu contradictoire, parce que c'est comme s'il n'avait rien à voir avec cette situation de pauvreté, autrement dit, comme s'il n'y avait pas un système mondial. Il n'y a pas d'un côté certains pays et de l'autre d'autres pays, il y a des logiques économiques qui sont des logiques internationales. Autrement dit, nous sommes tous dans le même bateau, et les positions des uns et des autres ont des effets sur tout le monde. L'organisation que je préside, Planète Finance, a comme métier de lutter contre la pauvreté dans le monde. Et nous avons constaté que le seul moyen d'aider sérieusement les gens à lutter contre la pauvreté, c'est de leur permettre de croître eux-mêmes. C'est donc de disposer des moyens de droit, des moyens financiers pour organiser leur propre croissance. Ça suppose la démocratie, ça suppose l'état de droit, ça suppose un système financier, ça suppose l'accès au crédit, toute une série de choses qui évidemment n'ont pas été comptées dans les objectifs du millénaire, mais qui sont absolument... Et les pays qui ont réussi à mettre en place un peu de ça, un peu de démocratie, un peu de système de développement de ce genre, organisent la croissance. Et c'est ça auquel il faut maintenant penser, c'est créer les conditions pour que chaque pays ou chaque région dispose des moyens, en particulier de la démocratie et des systèmes de financiers multiples, qui permettent aux gens simplement d'exprimer leur talent, d'organiser leur propre croissance. Dernier mot, Didier Portes. Je suis content de voir l'altermondialiste Sarkozy donc défendre la taxe Tobin, mais il me semble qu'il va y avoir quelques petites difficultés à la mettre en place et qu'a priori il y a quand même très peu de chances qu'il y arrive. Par contre, peut-être régler la question des paradis fiscaux avant, ça serait déjà pas mal. Hein. La taxe Tobin est une vieille idée, c'est une vraie bonne idée. Je pense qu'elle doit servir beaucoup à réguler un vrai problème qui est celui, et il a raison sur les paradis fiscaux, parce que le paradis fiscaux est l'élément majeur de la réalité, à la fois du cocktail de dérivés de fonds basé sur rien qu'a montré la crise des subprimes, de l'avidité, de l'appât du gain et de l'incapacité à la finance mondiale à se réguler toute seule. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse, autant que ce soit une organisation mondiale et relativement représentative et qui gère à la fois le problème du paradis fiscal, le problème de l'impôt, mais surtout le problème de l'investissement. La Chine a montré que le communisme de marché, ça pouvait marcher sans démocratie et que ça nourrissait plus de gens, etc. La manière euphémistique qui a été évoquée pour l'Iran tout à l'heure, bon, ils ont des problèmes d'élection. En fait, ils truquent les élections, sauvagement. Ils ont volé une élection. Mais la question est fondamentalement que ça n'empêche pas le développement. Mais le genre d'élection que les Occidentaux organisent en Afghanistan est quand même bien pire. On est bien d'accord. Alors, de ce point de vue-là, parce que c'est moins bien fait.